Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition dont voici le sommaire. Une nouvelle campagne sérologique est lancée. Vous allez pouvoir dès demain, sur la base du volontariat, effectuer une prise de sang pour déterminer votre taux d'anticorps neutralisant, de précieuses informations pour lutter contre la Covid-19. Le centre de test et de vaccination déménage quant à lui du Grimaldi Forum à l'auditorium Régnier 3. Il est rejoint également par les équipes du Pass sanitaire. Le tout se met en place à compter d'aujourd'hui lundi. Explication dans ce journal. L'identité numérique des monégasques et résidents est désormais une réalité. Vous allez pouvoir disposer de nouvelles cartes d'identité et de nouvelles cartes de séjour, ce qui va notamment faciliter l'accès en ligne à de nombreux services publics et privés de manière totalement sécurisée. Frédéric Ginta, délégué interministériel en charge de la transition numérique, nous présentera ces nouvelles modalités et fonctionnalités. Il succède à Michel Dota à la tête de la Chambre immobilière monégasque. Alain Vivalda sera notre deuxième invité. Il révélera quelles sont ses ambitions à ce poste et les grands défis qui l'attendent. Enfin, le week-end dernier a marqué l'ouverture du Festival international d'orgue. Plusieurs dates vont ponctuer l'été, avec notamment l'anniversaire des 10 ans de l'orgue de la cathédrale et un ciné-concert consacré au bossu de Notre-Dame. Nous entendrons le directeur artistique du festival, Olivier Vernet. Et débutons ce journal avec cette nouveauté dans la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement va proposer dès demain à toutes les personnes qui le souhaitent, sur la base du volontariat donc, de venir effectuer une prise de sang pour déterminer leur taux d'anticorps neutralisant. Alexandra Pani, vous êtes avec Didier Guémerdinger, ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour nous préciser les enjeux de ce nouveau suivi sérologique. Oui, cette campagne va permettre de répondre à de multiples questions, notamment j'ai réalisé mes 2 doses de vaccination, combien de temps suis-je protégée, ou encore j'ai été contaminée à la Covid-19, suis-je toujours protégée? Monsieur le conseiller, c'était important pour le gouvernement, c'est une innovation, c'est assez rare qu'un pays lance une telle campagne. Nous sommes en Europe les premiers à proposer cela à la population. Donc je rappelle en quelques mots ce dont il s'agit. Il s'agit sur la base du volontariat, donc les personnes qui le désirent sont les bienvenues, d'indiquer à notre population résidente, soit qui ait fait une séquence Covid, soit qui ait été vacciné, quel est le taux de réponse immunitaire de leur organisme. Et donc nous allons les accompagner dans cette démarche. Le moment venu, faire une vaccination si elles ont fait une séquence Covid, parce qu'elles ne sont plus protégées, et puis beaucoup plus tard, faire un rappel si c'est nécessaire à la suite d'une vaccination. On connaît déjà les prises de sang qui recherchent les anticorps, mais là vous êtes beaucoup plus précis. Exactement, l'anticorps neutralisant est celui qui cible spécifiquement la réponse de votre organisme à une attaque éventuelle de la Covid. Alors c'est une technique qui a été développée aux États-Unis, dont nous nous sommes inspirés, qui est aujourd'hui reconnue en Europe, mais qui n'est pour l'instant pas encore développée. Alors pourquoi pas développée? Parce que c'est une manipulation humaine, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire avec des appareils spécifiques, et donc ça signifie qu'il faut une attention particulière de la part du centre qui nous accompagne, c'est le centre scientifique de Monaco, et nous sommes donc les premiers à proposer ce type de réponse. Merci beaucoup monsieur le conseiller. On vous rappelle donc, c'est toujours le même numéro pour prendre rendez-vous, un rendez-vous disponible à partir de ce mardi, n'hésitez pas. C'est noté, merci pour ces précisions Alexandra. Nous restons dans le domaine de la lutte contre la Covid-19 avec cette nouveauté. Vaccination et dépistage se concentreront désormais à l'auditorium Régnier 3. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le gouvernement princier a pris cette décision à l'approche de la haute saison et en vue du programme culturel proposé tant au Grimaldi Forum qu'à l'espace Léo Ferré. Depuis ce vendredi pour la vaccination et à partir du jeudi 1er juillet pour les dépistages. Tout se déroulera à l'auditorium Régnier 3. Les personnes vaccinées avant le 5 juillet ainsi que celles rétablies de la Covid-19 doivent d'ores et déjà se signaler afin d'obtenir le pass sanitaire qui sera par la suite envoyé à partir du 5 juillet par email. La version papier sera disponible à l'accueil de l'auditorium Régnier 3. Une réunion de présentation du nouveau complexe balnéaire du Larvoto était organisée aujourd'hui.
À quelques jours de l'inauguration officielle qui aura lieu ce samedi, une réunion entre gouvernement et commerçants du Larvoto s'est déroulée ce lundi matin afin de faire un dernier point et de répondre aux différentes interrogations des commerçants. Rappelons que l'objectif du gouvernement princier est d'offrir des surfaces commerciales plus qualitatives et plus attractives avec une grande diversité. Une étape décisive dans la constitution d'Archives nationales avec la séance d'installation de la commission consultative des archives d'intérêt public qui s'est tenue ce matin au Novotel. La principauté aura à terme une institution nationale dédiée aux archives contemporaines d'intérêt public, aux côtés des archives du Palais Princier, qui sont des biens de la couronne. Sa mission a été créée par ordonnance souveraine du 25 mars dernier, l'objectif étant de constituer un service d'État entièrement consacré aux archives d'intérêt public à valeur patrimoniale, à la disposition de l'administration, des monégasques, des résidents, mais aussi des chercheurs. Pour la première fois, les principaux acteurs se sont réunis à l'occasion de la séance d'installation de la commission consultative des archives d'intérêt public de Monaco, en présence de son président Jean-Charles Curault, du ministre d'État et de plusieurs personnalités de la principauté. Une nouvelle étape est franchie dans la transition numérique. Les monégasques et résidents vont pouvoir disposer désormais d'une carte d'identité et d'une carte de séjour numérique selon un mode opératoire que va nous détailler le délégué interministériel en charge de la transition numérique. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir. Une étape de plus est franchie dans le programme Extended Monaco. Qu'est-ce que l'on entend par identité numérique ? Dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde post-Covid, deux besoins ont émergé. Tout d'abord, un immense besoin de souveraineté numérique, mais également un besoin d'agilité de service. Et c'est à ces besoins que répond une identité numérique. L'identité numérique va majoritairement traiter 3 points. Le premier, c'est une connexion souveraine. Qui parmi nous n'a jamais été connecté via Facebook, via Google, n'a pas été obligé de laisser des entreprises, notamment américaines, gérer son identité numérique. Avec notre identité numérique régalienne, c'est fini. Les gens pourront se connecter aux services publics et bientôt privés de la principauté, notamment la SMEG et Monaco Télécom pour commencer, avec cette identité numérique. Le deuxième point, c'est la fin des frustrations pour se faire reconnaître par les services publics et privés. Combien de fois on entend dire « je dois renvoyer une photocopie de ma carte d'identité, une photocopie de mon passeport pour être reconnu ». Et enfin, la troisième façon, le troisième gain pour la population, c'est que petit à petit, les services deviendront accessibles en ligne. Je pourrais signer comme si j'étais au guichet, je pourrais retirer les documents une fois que je me serais connecté grâce à l'identité numérique, comme si j'étais allé faire une démarche en physique. Mais comment cela va fonctionner très concrètement? Tout n'est pas dématérialisé, il y a une carte. Tout à fait. Les monégasques, via la carte nationale d'identité, ou les résidents, via la carte de séjour, se verront remettre cette nouvelle carte dans les semaines, dans les mois qui viennent. Lors de cette remise de carte, les personnes, si elles le souhaitent, pourront demander à bénéficier d'une identité numérique. Elles enregistreront un code, leurs empreintes digitales, et cette identité numérique virtuelle sera associée au support physique qui est la carte d'identité ou la carte de séjour. Donc cette identité numérique sécurisée sera liée à un objet physique donné en main propre par la sûreté publique ou la mairie de Monaco. La principale réticence, bien souvent, elle est liée à la sécurité. Avec ce type de système, la sécurité est encore plus importante. C'est ce que vous nous dites. Pour nous, la première valeur de l'identité numérique, c'est de donner le même niveau de sécurité en ligne que lorsque vous avez une identité physique. On veut que les gens aient le même niveau de sécurité lorsqu'ils se connectent en ligne que lorsque vous montrez votre passeport monégasque ou votre carte d'identité ou votre carte de séjour. Et puis donc, on continue à avancer. Ce qui est important à souligner, c'est que cette innovation nous place désormais dans le top 5 des pays les plus avancés en la matière. Il y a aujourd'hui à peu près 5 pays qui ont le même type de carte d'identité numérique comme ce que nous lançons aujourd'hui. Ça nous met dans les plus hauts standards internationaux. Ça nous met en fait dans ces pays comme le Luxembourg, comme Singapour, qui
offrent des services numériques de grande qualité à la population et qui ont fait ce saut vers une identité numérique. De manière très concrète, l'identité numérique a aussi été le socle du pass sanitaire monégasque. C'est grâce à l'identité numérique qu'un pays comme Monaco a pu être au rendez-vous en même temps que les grands pays européens, ce que beaucoup d'autres pays n'ont pas réussi. On le voit donc, la transition numérique est plus que jamais en marche. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Quel sera le prochain grand chantier numérique, Frédéric Ginta? Le prochain axe majeur, il sera double. À la rentrée, nous aurons un guichet unique avec l'ensemble des services de l'administration et de la mairie qui sera lié à l'identité numérique. Donc l'ensemble des résidents et habitants de la principauté auront sous une même ombrelle toutes les demandes en ligne. Et surtout, en octobre, nous lancerons le Cloud souverain monégasque qui permettra d'avoir nos données à Monaco, sous loi monégasque, et la puissance de calcul, de stockage des leaders mondiaux du cloud. Voilà donc pour la prochaine grande étape. Merci Frédéric Ginta pour ces explications autour de la mise en œuvre de l'identité numérique. Merci beaucoup et bonne soirée. Vanessa Dessy nous rejoint pour un point sur l'actualité sportive et le Grand Prix de Styrie ce dimanche avec la démonstration de Charles Leclerc. Effectivement, Patricia, dès le premier tour, Charles Leclerc a été au contact inévitable avec l'AlphaTauri de son ami Pierre Gasly, contraint à l'abandon. Le Monégasque est reparti dernier après cet incident pour se lancer dans une remontée sans concession jusqu'à la 7e place. C'est probablement l'une de ses meilleures performances en Formule 1, même si c'est Max Verstappen qui a aisément remporté ce Grand Prix, lors duquel il a maintenu un avantage faible mais constant sur son rival Lewis Hamilton. Charles Leclerc a été élu pilote du jour du Grand Prix de Styrie 2021. L'AS Monaco FC annonce la signature pour 2 saisons d'Alexander Nobel, prêté par le Bayern Munich. L'AS Monaco et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour l'ancien gardien de but international U21 allemand qui portera les couleurs monégasques jusqu'en 2023. Ce portier de talent va vivre une première étape dans sa carrière hors d'Allemagne. En 2019, il était notamment élu meilleur gardien de l'Euro Espoir après avoir grandement contribué au parcours des siens jusqu'en finale. À l'été 2020, libre de tout contrat, il signe pour 5 ans au Bayern Munich et devient champion d'Allemagne avec le club bavarois. En parallèle de sa carrière en club, le gardien défend à 17 reprises les couleurs des espoirs allemands. Transmission de témoins à la tête de la chambre immobilière monégasque. Michel Dota laisse la place à Alain Vivalda. Ce gestionnaire de biens, mais également à la tête d'un cabinet de syndic de copropriété, siégeait depuis de nombreuses années au sein de la chambre immobilière qu'il connaît donc bien. Et il est avec nous ce soir pour évoquer ses projets à la tête de cette entité. Bonsoir Alain Vivalda. Bonsoir Madame Navarro. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter pour prendre la relève de M. Dota et présider la Chambre immobilière monégasque? Cette année, 4 de nos membres, dont le président M. Dota, n'ont pas souhaité voir renouveler leur mandat. Et donc avec les 3 autres confrères restants au sein de ce conseil, nous avons fait rentrer et sont rentrés 4 nouveaux jeunes. Donc l'idée, c'est d'avoir les 4 anciens pour apporter notre expérience. Ça fait 25 ans que je suis au conseil d'administration de la Chambre immobilière. À un moment donné, il va bien falloir transmettre et donc il faut apporter une certaine expérience et puis une modernité et les former à ce que la Chambre immobilière puisse continuer à œuvrer dans l'intérêt de la défense de la profession. Et au-delà de cela, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions à ce poste ? On doit continuer à travailler avec les autorités monégasques. Il faut aussi de la modernité et ces jeunes vont apporter, j'espère, quelque chose de plus, notamment sur l'ère numérique, parce que je pense, et en tout cas je le souhaite vraiment, que nous passions à une nouvelle ère. Il faut qu'on puisse peut-être modifier certains textes réglementaires ou des lois pour peut-être moderniser numériquement, avoir la signature des baux, pouvoir enregistrer numériquement, récupérer quelques documents par le numérique. Et les jeunes, à mon avis, sont plus capables que nous et vont apporter leur pierre à l'édifice.
Alain Vivalda, vous appartenez au secteur de la gestion de biens immobiliers avec Pacific Agency, mais aussi celui des syndics. Ce spectre large est un atout supplémentaire pour vous? Alors, oui, peut-être, certainement. En tout cas, il l'a été dans le passé. Je pense que ça va continuer. Il est vrai que je suis agent immobilier comme tous les confrères. J'ai simplement développé un secteur différent pour moi, qui était le syndic et la gestion immobilière, le syndic de copropriété. Et la transaction, elle existe, mais elle est moins importante. Mais c'est juste un choix d'entreprise. C'est important la vie d'une copropriété pour l'attractivité de Monaco. Et donc, oui, un spectre élargi, une vision sur la transaction, une vision sur la location, mais aussi une vision sur la gestion locative et de syndic de copropriété. Comment se portent aujourd'hui les professionnels de l'immobilier à Monaco sur fond de crise qui perdure? On a subi la crise comme tout le monde, mais peut-être moins fortement que les autres. En tout cas, on a su tirer parti. Aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. L'immobilier a résisté. Le nombre de transactions, il est vrai, a diminué. En 2020, on a travaillé entre 8 et 10 mois, compte tenu de la pandémie. On a effectivement moins de nombre de transactions, mais le chiffre d'affaires et les prix sont restés stables. Et ramenés à un pourcentage sur 12 mois, on peut dire que nous sommes à l'identique de 2019. Il y a peut-être le secteur locatif qui, lui, a subi une plus forte crise, mais c'est dû aux étrangers qui n'ont pas pu venir s'installer. Il y avait des restrictions de déplacement imposées par tous les pays. Et donc ces gens-là, les étrangers, n'ont pas pu venir en principauté. Et donc le secteur locatif a subi une petite crise. Mais les prix sont stables, heureusement d'ailleurs qu'ils n'évoluent pas à la hausse. Et je pense que ça va s'améliorer. Et ça s'améliore. Et c'est juste une petite crise passagère sur le secteur locatif. Donc vous nous confirmez effectivement que la pierre reste une valeur refuge? L'immobilier monégasque reste une valeur sûre. C'est pas spéculatif, ça on en convient. La bourse est bien plus spéculative, mais elle est bien plus risquée. Alain Vivalda, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous venez d'être élu président de la Chambre immobilière monégasque. Merci à vous, bonne soirée. Au chapitre culturel, le Festival international d'orgue a débuté dimanche. C'est un habitué des lieux qui est venu se produire, Gunnar Idenstam. Mais au total, ce sont pas moins de 6 autres dates avec un programme très varié qui vont être proposées jusqu'au 15 août. Reportage signé José Sacré, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Gunnar Idenstam, organiste, compositeur et musicien folklorique suédois, était le premier invité de la 16e édition du Festival international d'orgue de Monaco qui se déroulera jusqu'au 15 août sous la direction artistique d'Olivier Vernet, titulaire du grand orgue de la cathédrale de Monaco. Le thème principal cette année, c'est l'orgue en partage, donc l'orgue récital seul, mais surtout avec des duos. Et nous aurons 3 concerts d'orgue à 4 mains. Comme chaque année, au mois d'août, on aura un ciné-concert, film muet. Cette année, c'est Le Bossu de Notre-Dame, avec des improvisations à l'orgue. On aura un concert aussi orgue et chant, avec une chanteuse. Et puis, concert d'ouverture aujourd'hui avec Gunnar Idenstam pour un récital d'orgue solo. Au programme de ce concert de Gunnar Idenstam, des œuvres de Jean-Sébastien Bach, une suite extraite de Carmina Burana de Karl Orff, dont il a signé les arrangements, et des extraits de Metal Angel, son dernier CD enregistré à la cathédrale de Monaco en février 2020. C'est un programme très original pour un instrument séculaire. Le prochain concert dimanche 4 juillet sera l'occasion de fêter le 10e anniversaire de l'orgue Thomas de la cathédrale avec la participation des organistes œuvrant en principauté à la cathédrale ou dans d'autres églises. Avant de refermer ce journal, un petit détour par les prévisions météo pour la journée de mardi. Vanessa, à quoi peut-on s'attendre? L'été s'est-il bel et bien installé? Oui Patricia, le soleil sera bien présent durant la journée, même si quelques passages nuageux sont à prévoir. Des rafales pouvant atteindre 22 km/h traverseront la région. Les températures seront toujours très élevées, elles oscilleront de 20 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 et se couchera à 21h17 et nous fêterons les pôles.
Ainsi se referme cette édition et nous nous quittons avec les photos de Manuel Vitali en compagnie des boxeurs de la structure Ambitious Monte Carlo qui s'apprêtent à participer à Calvi en Corse à la première soirée Chill Out on the Bay, un gala de boxe anglaise. Nous les avons rencontrés pendant leur séance d'entraînement et cela fera l'objet d'un reportage dans le journal de mardi à 19 h. Rendez-vous donc est pris. Très belle soirée à vous.